Bonjour. J'expose le chapitre 17 de ce livre qui est sorti en 2021, qui concerne la politique et la science. Enfin, le titre est la politique et la science, et le chapitre 17, c'est une science de la bonne gouvernance. Alors, est-il possible d'établir une science de bonne gouvernance, c'est-à-dire un savoir qui apporte des vérités? Et donc, Karl Marx rêva d'une science pour la conduite des peuples. Il posa les bases d'une science sociale au service du pouvoir décisionnel qui instruirait la gouvernance. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est que dans ce chapitre, je soutiens que l'on peut définir une science de la gouvernance, une science de la bonne gouvernance, comme une théorie du jeu de cartes. Il est possible de faire donc une science de la gouvernance à l'équivalent d'un jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, les mêmes joueurs font la gagne. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le jeu, ils agissent en fonction de la donne, ils optimisent leur jeu, comptabilisent les scores. Les autres ont moins d'automatisme, connaissent moins les jeux, calculent moins, pointent la chance, la responsabilité d'autrui. Les gagnants font la réussite d'une main, les perdants qui perdent malgré leurs atouts en main. Voilà. Donc c'est pareil, comme dans un jeu de cartes, il y a un rapport de probabilité qui fait qu'on arrive à gagner, et c'est pareil en politique, on arrive à une vérité de type hologramme. Quand on met en place tous les paramètres, on arrive à une science de la bonne décision. La gouvernance passe par une connaissance de l'appareil d'État, c'est-à-dire le jeu, par l'expérience, le joueur, c'est-à-dire l'expérience des gouvernants, la compréhension des enjeux, c'est-à-dire le calcul de ce qu'il y a, les atouts sont sortis ou pas, les risques que l'on prend, etc. Du rationalisme stratège, c'est-à-dire la tactique. Le bon gouvernant tient les atouts de la connaissance, la formation, l'expérience, la maturité, l'audace, la personnalité, l'expression, la méthode. La décision politique est d'ingénierie sociale. Donc le politicien est un ingénieur du social qui concerne la société, qui concerne les enjeux socio-économiques. Voilà. Alors, une science de la gouvernance va dépendre d'abord du pilote et de la machine, du software et du hardware. L'un commande, l'autre réalise. Le gouvernant prend des décisions applicables du haut de la superstructure sur un ensemble général dans un cadre légitime et à terme déterminé. Il est soumis à des conditions de fonctionnement d'un cadre constitutionnel de loi, préambule, accord, structure, traités, règlements multiples. Bien sûr, il a aussi un programme d'action. Et voilà. Il agit de manière directive sur l'appareil d'État. Il conduit, dirige, prend des initiatives, transfère les ressources. Ces décisions sont le produit de choix rationnels mêlés à une pensée idéologique, un programme d'action, des objectifs. Il agit en gestion d'ordre sur l'appareil d'État, appuyé par une administration chargée d'exécuter les tâches, les décisions, les lois. Alors, une science de la bonne gouvernance est-elle réalisable? Elle dépend du pilote et de la qualité de la machine, en relation avec un gouvernant et l'appareil d'État, ainsi qu'un ensemble de paramètres de connaissance, d'exécution, de transmission, de compréhension, de règles de fonctionnement, de mesures de prévention, prévision, etc. Alors, une science de la bonne gouvernance est-elle réalisable? La gouvernance est une appréciation dans laquelle les comptes ne suffisent pas. Donc les données comptables, les résultats de comptes nationaux ne suffisent pas. Il n'y a pas eu des critères établis pour évaluer les mandats de gouvernance des États. Elle est indirectement exprimée par les indices économiques de croissance, de PNB, d'IDH, mais ce n'est pas suffisant pour juger une bonne politique, parce qu'il y a une part de l'investissement, il y a une part conjoncturelle,
il y a une part d'intervention de l'État dans un contexte qui peut s'en sortir au mieux. Donc c'est pour ça que je parle mieux d'un optimum, au sens clé de l'économat, mais aussi de bien-être humain, d'une économie économe pour exploiter au mieux les ressources du travail, de l'agriculture, de l'industrie, de la satisfaction des besoins, de la qualité de vie, du progrès social, de l'environnement sain, de l'équilibre sociétal, etc. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore défini de méthode d'appréciation des gouvernances, et ce serait bien à faire pour évaluer, ne serait-ce que pour améliorer le métier de la politique. Alors la politique dépend de choix. La conduite est confrontée par des décisions, et les décisions sont des choix, des orientations, des priorités, et les décisions au sommet de l'État varient selon la personne aux commandes. Donc ça dépend de sa psychologie, ça dépend de sa compétence, ça dépend de ses attitudes. La gestion peut être bonne ou mauvaise, optimale ou régressive, profitable ou régressive. J'ai fait 2 fois le mot régressive. Bon, c'est une petite faute, je ne peux plus la corriger, c'est trop tard. Les données comptables sont essentielles mais insuffisantes. La gouvernance est mêlée à des facteurs psychologiques, structurels, naturels, d'investissement, de conjoncture, sauf si l'on considère que les hommes font l'histoire, les hommes font les faits. Ça c'est intéressant parce que les hommes peuvent influer, peuvent aggraver une crise ou au contraire apaiser une crise. Donc ça aussi ce sont des éléments d'appréciation de la décision politique. Alors un gouvernant valoriserait la paix, la coopération, le bien-être social, la qualité de vie. Un autre s'investirait dans le déficit public, investirait dans l'armement, taxerait la majorité, projetterait un avenir prospère pour la nation. Donc il travaille pour le devenir, un autre travaille pour le présent. Donc vous voyez qu'il y a des choix différents selon les gouvernants en place. Donc la bonne gouvernance est une appréciation selon les points de vue. Alors elle suppose encore une méthode efficiente de réflexion, de coordination. Une multitude de facteurs contribuent à la compétence, compréhension des enjeux, maîtrise des leviers, fluidité de l'information, attitude, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler. Ce que l'on peut voir dans ce chapitre, c'est que je pose des questionnements et puis les réponses sont des exemples. Par exemple, la puissance d'État varie selon les pays. Les uns conduisent la recherche, financent les centres d'études, les activités économiques sont dynamiques, les initiatives civiles, les activités socio-culturelles. Les autres n'assurent ni la santé, ni l'école, ni le non-emploi. L'action varie encore selon la disposition du pouvoir. Est-ce qu'il est matériellement exécutif ou pas? Alors l'exécution sous la direction d'un chef est dite autoritaire, dictature éclairée si le despote est éduqué. Elle peut être dite bananière si le pouvoir est inexistant, incapable de faire valoir ses décisions. Les conditions de ressources aussi sont nécessaires. Alors, elles peuvent contraindre la production, tout comme elles pourraient favoriser l'innovation. Donc nous avons eu plusieurs exemples dans l'histoire qui montrent que des pays dépourvus de ressources pouvaient avoir un brillant développement, contribuer à l'innovation, au développement. Et par exemple, la crise du pétrole est peut-être intéressante puisque certains pays peuvent penser à de nouveaux dérivés et diminuer cette dépendance à l'égard du pétrole. Alors dans ce chapitre, je parle aussi de la démocratie participative. Il faut savoir entendre la contribution humaine.
Le pouvoir public tient une mission d'identification, d'appréciation, de guidance, d'accompagnement, mais aussi de résultats, de conclusions, de rapports d'activité. Alors, dans ce chapitre, je parle de l'être humain qui porte, du cerveau humain qui porte le génie, du génie. Là encore, j'ai fait une répétition. Voilà. Alors, il sert le contrôle social, mais il sert la rencontre des énergies, l'épanouissement des gens, l'éclosion des projets, l'optimisation des ressources, l'enrichissement culturel, économique, environnemental. Donc la démocratie participative, c'est le fait de... C'est un mot très important. C'est le fait que le citoyen puisse contribuer au collectif. Et ce sont des forces bénévoles, ce sont des intentions qui ne sont pas que économiques ou commerciales, elles sont aussi humaines pour le bien-être collectif. Et le devoir du politique, c'est de savoir entendre ces données. C'est pour ça que c'est un métier un peu à part. Il faut donc une capacité d'écoute. Capacité d'écoute, capacité aussi d'entendre. C'est-à-dire que le mal exprimé doit être entendu. Et le politique, lui, doit aider, doit soutenir les idées de créativité pour aider à développer, à préserver, à entretenir, à protéger. Or, ce qui se passe, c'est que les bonnes volontés ne connaissent pas la force de l'institutionnel. Et c'est l'institutionnel qui doit aller vers eux aussi pour faire valoir des activités bénévoles, des activités profitables pour le collectif. Donc les citoyens volontaires ignorent la fonction du politique, mais la contribution du politique doit aider à faire germer ou à faire éclore, ou à faire grandir, ou à donner de l'ampleur ou de la promotion à des initiatives civiles qui peuvent parfois affirmer des vérités sociales. Les politiciens sont à l'origine des soutiens, accompagnements civils, parce qu'ils ont un outil en main, c'est le transfert des ressources, c'est-à-dire la capacité de travailler, de traduire des ressources d'un inactif en participation active, ne serait-ce qu'en déplaçant des lignes budgétaires. Et donc on arrive à optimiser une activité, une contribution humaine. Donc la disposition d'une base sociale volontaire est appuyée par une plateforme d'écoute capable de coordonner les énergies pour promouvoir, par exemple, des potagers urbains, un repas collectif en fin de marché afin de diminuer les gaspillages de légumes, donc la rencontre des gens, une sélection des déchets. Je parle par exemple ici en fin de marché pour donner de l'alimentation aux animaux ou pour créer un compostage. D'autres aussi, au lieu de tout jeter, parce que par exemple en Belgique nous avons une loi qui punit certains sur les poubelles, quoi. Et en fait là, au contraire, c'est une façon de récupérer les biens, les ustensiles de maison, parce que le mode économique ne peut pas constituer la seule exclusivité de production, consommation, argent. D'autres sont à faire valoir que l'argent exclusif. Donc c'est une économie, mais on reviendra sur ce point dans l'économie circulaire. Le pouvoir public organise cette communication, est en capacité d'entendre, d'apprécier, d'orienter, de conduire. Il exprime sa disposition avec un esprit d'ouverture, de guidance, d'accompagnement, surtout pour la jeunesse. À défaut d'initiative, il peut proposer des missions de volontariat et d'accompagnement qui font la solidarité sociale, contribuent au bien-être humain, à la sécurité civile, donnent exemple et servent le collectif. Donc le démocratisme participatif ne devrait pas faire le marginalisme citoyen, comme l'indique un grand nombre de la finalité de mes travaux, parsemés d'échecs en cause d'initiatives privées réalisées en dehors des clous. Donc dans cette partie, je parle un peu d'exemples personnels parce que j'ai voulu faire valoir
les œuvres de Georges Royen, qui est un peintre résistant mort de la première heure, qui a été un grand artiste et qui est mort, je crois qu'il s'est engagé à 18 ans dans la résistance. Il ne s'est pas engagé en fin de guerre, mais au tout début, il a passé son temps emprisonné et il a laissé une œuvre d'art extrêmement importante qui ont fini par se perdre puisqu'il est mort. On lui a rendu hommage après la guerre en 1945, puis on a oublié l'artiste et c'est très dommage. Donc il y a eu des rapports d'études. Bon, je vais sauter cette partie où j'évoque des projets personnels qui n'ont pas abouti parce que je ne connaissais pas les rouages de l'institution publique. Je me suis présenté et en fait c'est eux qui auraient dû m'encadrer pour finaliser ces projets, pour sauver les choses pendant qu'elles étaient sauvables, ou comment dire, sauvegardables, au moment où on pouvait les sauver. Aujourd'hui, ces choses ont disparu, l'énergie n'est plus là, etc. Je parle même d'un transfert de salaire qui n'a pas pu être fait à une époque, puisque je parlais de transférer le revenu d'un non-actif en revenu de rédacteur en chef pour un journal de Djerba Jazira, qui était le seul journal qui allait disparaître et qui a disparu aujourd'hui. Donc voilà, malheureusement, à l'époque, les ministères de la coopération, Renders et De Croo, n'ont pas vu l'intérêt de traduire une indemnité de non-actif en Belgique en revenu pour un rédacteur en chef du seul journal de Djerba. Ils devaient entendre les intérêts de soutien de la coopération pour le développement social, la francophonie, la conscience insulaire. Nos apports auraient été de méthode, d'organisation, de réflexion humaine et de préservation d'une connaissance. Dans sa réponse, Renders régulait cette fonction, reléguer cette fonction à l'Europe. Je n'ai pas compris. Est-ce que nous aurions perdu le département de souveraineté? Voilà, donc les projets individuels concernent le collectif pour un intérêt de créativité, de richesse, d'optimisation des ressources. Le devoir politique aurait été d'aider à l'accouchement de merveilleuses idées, d'autant que les ressources humaines sont financées. Bon, je vais un peu sauter. La transparence est importante pour justifier une déclaration d'activité, déclarer une reconnaissance d'initiative avec l'obligation d'inscrire l'activité voilà. Donc maintenant je suis en train de revenir. Il y a des exemples privés. À l'époque, j'avais fait de nombreuses actions d'aide pour le Soudan qui ont été réalisées quasi clandestinement. L'ouvrage lui-même, cet ouvrage dont je vous parle, au tout début, j'ai remercié la fondation Actiris, qui n'existe pas en fait, mais je la remercie parce qu'elle m'a donné un financement un financement de mes besoins de vie, ce qui m'a permis de me consacrer à la finalisation de l'œuvre scientifique en dehors des clous. Et je crois que c'est dommage que j'ai dû cacher l'activité. J'aurais dû au contraire le déclarer. Je ne sais pas qu'elle allait aboutir à un livre, en fait c'était ma volonté. En tout cas, elle a abouti à un bouquin. Et l'institution est en droit de récupérer un retour d'investissement à la condition de savoir l'existence de ce projet, la finalisation de ce projet, de son contenu et aussi d'en valoriser les résultats. Donc le passage obligé est celui de la transparence, de l'information, de la connaissance, de l'appréciation, de la valorisation, au lieu de faire craindre l'exclusion, la demande de remboursement ou le remboursement carrément. Puisqu'on va vous dire, vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé de faire, vous avez fait autre chose de votre gré. Donc je l'ai fait clandestinement, mais j'ai quand même abouti à quelque chose qui me paraît utile pour le collectif. Et des énergies comme celle-là, vous en avez tout plein. Donc il y a des gens qui ont des capacités personnelles qui peuvent faire valoir au niveau de l'État.
Alors, donc je vous disais, le livre est un livre de théorie politique auquel on peut ajouter des exemples. Et les exemples sont plus personnels, etc. Et donc là, je parle d'un droit de requête, équivalent à une requête judiciaire. C'est-à-dire que le requérant serait des personnes civiles ou morales qui déposeraient leurs observations sur les divers sujets de société. Avec une méthode, des constats, des conclusions et des demandes précises, puis une instruction du public qui identifie les contraintes, établit les audits, mesure les implications, apporte une décision qui donne une force réglementaire, d'ordonnance, d'autorisation, d'aménagement, de recommandation, de directive, bref, une décision officielle plus ou moins exécutoire. Donc le droit de requête serait une force civile. Je vous rappelle que nous sommes dans un chapitre de bonne gouvernance et la requête civile peut contribuer au positif, à l'optimisation de nos ressources. Mais bon, et disons que c'est la part du politique, c'est d'entendre cette part civile, d'abord l'enregistrer, c'est très important, et la transparence, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que, je vais vous citer l'exemple de mon livre, si je déclarais que je faisais un livre, comme l'esprit marchand, ils vont se dire « Ah, mais vous gagnez de l'argent avec ce bouquin, donc remboursez-nous ce que l'on vous a donné pour manger, boire et dormir. » Donc vous voyez, on ne doit pas avoir peur, on doit travailler dans une transparence, et le droit de requête va beaucoup plus loin. Donc je cite des exemples personnels, mais on peut citer de nombreux exemples. Par exemple, une requête d'un gars qui demanderait d'éteindre les lumières sur les routes, sur certaines routes, afin de préserver le repos de la faune. Donc il y a un intérêt naturel. Oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Étudier l'éventualité d'aider la faune à se reproduire, puisque la lumière en pleine nuit, vous savez que les oiseaux vivent, et quand il y a de la lumière, ils ne viennent pas dans ces coins, puisque vous perturbez leur rythme. Donc ils vivent avec le coucher du soleil, et les lumières peuvent perturber. On peut demander, par exemple, de construire des tunnels de passage sur l'autoroute afin d'éviter l'écrasement des rongeurs. Oui, ça vous le savez bien, tous ceux qui ont des voitures, vous voyez, au niveau des autoroutes, vous avez toujours des animaux morts. Et en fait, y aurait-il pas moyen de faire des petits ponts, des ponts souterrains, des passages qui permettraient aux rongeurs de passer? Les rongeurs, les animaux ont besoin de passages pour vivre, puisqu'ils recherchent leur alimentation chaque jour. Donc voilà, ce sont des idées. On peut imaginer une requête au niveau de l'État, où l'État politique aurait l'obligation d'enregistrer cette demande, de l'étudier et voir ce qu'elle vaut. On peut aussi mesurer la pollution à l'entrée des autoroutes, placer des filtres à air, des capteurs de pollution. Donc c'est important de savoir. Là aujourd'hui on a des capteurs de vitesse. On vous dit « Ah monsieur, vous roulez trop vite dans des zones urbaines », mais des capteurs de pollution, des capteurs de bruit font partie du bien-être civil. Contribuer à un compost de quartier. Alors aujourd'hui, toutes nos poubelles sont mélangées, on jette, mais vous savez qu'il y a des ressources dans nos poubelles. Et une requête aussi pourrait dire, et pourquoi pas, tout ce qui est les restes, surtout en fin de marché, tout ce qui concerne les fruits et légumes, ben c'est très positif pour faire des composts agraires. Que sais-je, bon, il y a plein de demandes. Il faut seulement ouvrir l'opportunité aux civils, et cette connaissance tient plutôt de la dissertation hegelienne pour évoquer les états, les contraintes, etc. Ce sont des éveils civils qui contribuent à la démocratie participative. Alors, les partis politiques. Je suis ici dans un paragraphe, les partis politiques. Tous les métiers de la vie sont encadrés par des organisations professionnelles
devrait-il en être autrement pour la politique? Les services publics sont portés par l'administration. Les compétences de la gouvernance devraient être portées par les partis politiques, institutionnalisés en trépied du pouvoir. Leur intermédiaire contribuerait à la compétence professionnelle des gouvernants. Donc, je rappelle que nous sommes dans un chapitre bonne gouvernance et toute l'idée, c'est d'améliorer une science de la bonne gouvernance. Et comme Karl Marx, je le disais au début, rêvait d'une science de la bonne gouvernance, enfin il rêvait plutôt d'une science politique. Et là, aujourd'hui, je précise en disant une science de la bonne gouvernance, et les sciences de la bonne gouvernance, elle a ces éléments. Donc tous les métiers professionnels sont dotés d'institutions, d'organisations professionnelles, de chambres de métiers, qui aident à définir les prix, la formation, les conditions, etc. Et en politique, devrait-il en être autrement? Eh bien, les partis politiques devraient jouer ce rôle. Ils seraient la principale voie d'accès au pouvoir, intermédiaire indispensable, passage obligé de l'ordre public. Ils jouent un rôle dans l'étude, la formation, drapés d'un statut d'institution publique quasi neutre, boîte à pensée, ordonnateur d'études, laboratoire de la pensée. Ils composent le filtre de la gouvernance, l'intermédiaire, le conditionnel, l'école politicienne qui forme, parraine, porte, conduit les candidats. Ils composent le lieu de réflexion, laboratoire de la pensée sur les divers enjeux socio-économiques. Outre le thème de l'idéologie, de l'engagement, leur travail est objectif, proche d'une science d'étude, en droit de réclamer des fonds concernant leur thème d'intérêt, par exemple sur la compétitivité d'entreprise, les droits sociaux ou autres. Je veux dire que les partis politiques sont la pré-université, ce sont des droits de réflexion sur les enjeux de société, sur les questions sociales, et ils sont en droit de réclamer des financements pour ces études. Alors, bon, je vais me perdre un peu dans mon texte, et parfois c'est intéressant de parler directement. L'idée, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir des partis qui dépendent de leur propre financement, ce sont des partis qui ont des financements publics. Et on peut imaginer dans une société, il faut un équilibre, 2 partis à gauche, 2 partis à droite. Et chacun a des intérêts intellectuels et chacun est en droit de revendiquer de l'État des budgets d'études pour améliorer le social. Et donc les partis seraient l'intermédiaire du pouvoir. C'est de là que vient la gouvernance. Quand on veut faire de la politique, on devrait passer par les partis institutionnalisés et c'est une façon d'aider la professionnalisation politique. Alors, les partis politiques encadrent les candidats, ils suivent le parcours scientifique, les études post-universitaires, mobiliseraient les intelligences, dénicheraient les bonnes volontés, conduiraient l'apprentissage, suivraient les expériences, accompagneraient la carrière des cadres pour contribuer à la bonne gouvernance. Alors la politique concerne le bien-être humain, elle porte les destinées d'un peuple. Les partis institutionnalisés mettent en course les candidatures aptes et donnent aux citoyens le pouvoir d'arbitrer ou le droit d'arbitrer. Donc, ce sont les partis qui sont capables de présenter les candidats aptes, les présidentiables, les ministrables, et c'est au peuple de choisir parmi ces gens. Mais là encore, donc, je parle d'un côté institutionnel des partis politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les partis politiques ressemblent beaucoup plus à des initiatives privées. Alors, dans cet idéal de conception, les partis politiques préparent les candidats à la gouvernance, ils confirment la formation, les compétences des cadres, mobilisent les intelligences, suivent l'expérience, accompagnent les carrières pour contribuer à la bonne gouvernance. Ils proposent les qualifiables, les présentables, les ministrables, les présidentiables
et laisse aux citoyens le droit de décider au final. Alors je donne ici un exemple, les partis pourraient présenter plusieurs candidats puisqu'ils sont ceux de la France et non pas ceux du parti ou de l'idéologie. Et donc c'était à l'époque des élections en France. L'opinion pourrait entendre un désaveu pour le candidat Hamon et une préférence pour Royal. Or, celle-ci fut éliminée sur base d'un vote des membres et non pas des citoyens. Le parti pouvait désigner les qualifiables et laisser à la France le soin de choisir. Or, malheureusement pour Ségolène Royal, elle avait eu une impopularité et donc elle a de suite été exclue du fait du vote des membres du parti. Mais malgré tout, c'est une dame qui a quand même un aura, au niveau de elle a été quand même finaliste des élections présidentielles et le parti pouvait choisir les personnes qualifiables et laisser à la France le soin de juger. Il y a une partie qui est importante que j'ai oublié de dire, c'est la question du financement. Le financement des partis. Alors, bon, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais par exemple, la DGSE est financée. On finance la DGSE. Pourquoi on ne finance pas les partis politiques alors que les partis politiques désignent les candidats qui vont gouverner la France? Donc, vous voyez, c'est la question du financement devrait être structurelle. C'est anormal, il est anormal que les partis, en tout cas, et que les candidats de partis soient obligés de rechercher des financements à l'étranger. C'est vraiment quelque chose d'inentendable. Ou, comme le firent Sarkozy et Le Pen, Marine Le Pen avait fait un crédit auprès de banques russes, je crois, et Le Pen et Sarkozy avaient utilisé des financements libyens. Alors on peut se demander si d'autres partis n'ont pas utilisé des financements d'ailleurs. Donc les partis doivent avoir des financements publics. Ils doivent avoir aussi des financements pour les fonds de recherche, parce que ce sont des laboratoires d'études. Leurs comptes et leurs financements doivent être transparents, en cohérence avec la réglementation. Ils doivent aussi avoir des financements de symposiums, de participation internationale, de débats universels sur l'idéologie, l'humanité, la société, la culture, la technique, les sciences, l'écologie. Donc tout ce qui concerne des secteurs spécialisés, les partis doivent bénéficier de ces financements. Alors, peut-on faire de la politique en dehors des clous? Peut-on faire de la politique en dehors des clous? On ne peut pas venir de nulle part et faire de la politique. Tous les métiers disposent de leurs institutions, d'un barreau, d'obligations de stage, syndicats d'initiative, chambres de métiers. Ces institutions font la discipline de la profession. Pareil en politique, les politiciens doivent s'imposer le passage obligé d'une organisation professionnelle avec laquelle ils collaborent pour aspirer à la gouvernance. Donc je répète encore une fois, ils sont des boîtes à pensée, cadres organisés des idées politiques, proches des universités et des sciences, avec une totale ouverture à la connaissance, au développement technologique, aux opinions, aux projets sociaux. Les partis politiques portent des études, des réflexions, des projets, des programmes. Ils font preuve de sérieux, d'objectivité, de science, de connaissance, de compétences, de crédit, de formation et de débat. Une bonne gouvernance tient du parrainage des partis politiques et non pas d'une popularité spontanée, illusion charismatique, de passage des incompétents, apprentissants sorciers ou dangereux. Ce label de confiance, donc n'oubliez pas,
dans l'action de bonne gouvernance. Donc je voudrais qu'il y ait une professionnalisation du métier et qu'il y ait aussi une organisation. Donc ce label de confiance contribue à la compétence de bonne gouvernance, empêche les passions inopportunes, les candidats à risque, outsiders méconnus. La professionnalisation protégerait le métier, prohiberait les comportements déloyaux, réduirait les opinions extrêmes avec l'utilité de la pensée responsable. Parce que peut-être qu'il faudrait que j'explique ce point. Certains utilisent la xénophobie parce qu'ils pensent que c'est un moyen d'adhésion. Mais vous ne pouvez pas utiliser la xénophobie en politique, ça n'a pas de sens. Parce que les étrangers sont des travailleurs qui contribuent, qui participent. Donc la question, elle est objective. La question n'est pas de dire on ne veut pas... L'industrie et l'économie a besoin de travail. On a besoin de cette main-d'œuvre. Il y a donc une main-d'œuvre qui travaille et c'est inévitable. Cette main-d'œuvre doit être déclarée, doit être officielle. On ne peut pas se dire on n'en veut pas parce que ce sont des étrangers. Donc la responsabilité publique, il y a la logique économique. Donc on peut travailler sur un autre terme, c'est-à-dire les contrats définis pour une période déterminée, avec retour au pays d'origine quand le contrat est terminé. On peut envisager ce type de choses, mais on ne peut pas mettre le débat sur le plan de la xénophobie ou du racisme, ce que font certains partis politiques, et de plus en plus, les républicains aussi se mettent à tenir ce type de langage qui est quelque part irresponsable, mais qui rapporte des voix. Donc le discours xénophobe rapporte des voix, mais il est responsable d'un point de vue économique. Bref, je ne vais pas développer plus, parce que ce sont des exemples. Vous voyez que donc ce livre pose la théorie économique, pose les questions, et puis ensuite il y a des exemples, et les exemples sont discutables. Alors, les partis politiques institutionnalisés en organes publics dirigés par un non présidentiable tiendraient le rôle dans l'ordre public. Encore autre chose, une démocratie professionnelle ne confondrait pas la direction de parti et l'ambition personnelle pour la haute gouvernance. Le statut de chef de parti serait garant de compétences pour nominer les qualifiables dans le but d'une stabilité de la vie politique. Alors, les bons gouvernants les bons candidats font-ils les bons gouvernants? Les bons candidats font-ils les bons gouvernants? Alors, je fais un peu d'ironie là. Les belles femmes font-elles les belles épouses? Autrefois, on disait les hommes aiment les blondes, mais ils épousent les brunes. Donc, c'est une autre façon de traiter la question. Il faut savoir que les énergies sont différentes dans la conquête et dans l'exercice du pouvoir. Les compétiteurs de belles promesses peuvent s'avérer incapables de mettre en application leurs projets ou peuvent être de mauvais gestionnaires en raison d'une désorganisation personnelle, méconnaissance de l'administration et autres. De bons candidats deviendraient piètres gestionnaires et de rustres bien efficaces. Donc la gestion politique est quasi bipolaire, d'une personnalité qui dénonce, qui pondère, qui rassure, et d'une personnalité qui dirige, qui agit, qui ordonne, qui fait des choix, des priorités. Les mécanismes de la gestion politique sont encore mêlés à des conditions de conjoncture, d'organisation. Tous les paramètres de la bonne gouvernance ne sont pas identifiés. La responsabilité du bien public oblige à une connaissance des sciences humaines, savoirs techniques, acquises dans les bancs d'université avec une vocation, une capacité d'étude. Je lis en surface. Elle suppose aussi la connaissance des rouages de l'État, des institutions administratives, des instruments de commandement et d'exécution. Elle est soucieuse de l'intérêt collectif, conducteur de la destinée des peuples.
Elle intervient en tant que régulateur, en tant qu'organe régulateur, soucieux d'optimiser la gestion socio-économique. Elle répond à la satisfaction des besoins au sens large, autant vitaux, sociaux, culturels, biologiques. Elle est tenue par des obligations de consommation, préservation, connaissance, prévention. Elle optimise les ressources du travail. Elle organise les filières du travail, bon, de tous les domaines, je vais vite. Elle agit sur les flux en dehors du calcul marchand. Elle est à l'écoute des résultats. Bon, j'ai lu en surface. Et la dernière phrase, c'est « Moins qu'une théorie abstraite, elle est une gestion effective des casernes pour former, entraîner, alimenter et défendre. » Alors, l'appréciation des gouvernants. L'appréciation du gouvernant, je dois dire que nous n'avons aucun rapport objectif d'évaluation des contributions politiques. Alors, donc nous n'avons pas d'outils d'appréciation des gouvernances. Je cite un exemple, je cite deux exemples. Le général de Gaulle et le président Bourguiba sont réputés bons présidents. Ils ont marqué les nations de France et de Tunisie, probablement en raison d'une gestion des idées de l'époque. Alors l'époque, c'était la décolonisation. Et donc, ces deux personnages tiennent une réputation positive pour avoir géré ces deux crises. Mon point de vue est de doute absolu. Donc c'est pour ça que je vous disais que le plus important à dire, c'est que nous n'avons pas d'outils d'appréciation des gouvernances. Et je cite deux exemples là, qui sont réputés avoir été bons présidents. Le général de Gaulle et le président Bourguiba. Et moi, je dis, en tant qu'historien aussi, hein, qu'ils n'ont pas été de bons gestionnaires des crises. Ce n'est pas parce qu'ils ont mis fin à la guerre qu'ils sont présidents, non. On aurait pu finaliser ces affaires de manière différente. Et bon, je ne vais pas vous lire parce que ça touche à l'analyse personnelle. Et c'est un débat, on peut un jour en discuter si vous voulez, mais disons que le but n'est pas de polémiquer. Alors au sens inverse, Ronald Reagan et Donald Trump furent moqués pour leur brutalité de cow-boy et de racistes sectaires. Or, on peut voir que le premier contribua à la fin de la guerre froide, au redressement économique, à la dérégulation. Donc c'est le mot anglais, c'est deregulation, qu'on peut dire déréglementation en français, qui fut une décision très importante puisque il ouvrit la voie de l'Internet. Toute la révolution technologique que nous avons connue, nous la devons à la dérégulation. La dérégulation prise à l'époque de Ronald Reagan. Donc Ronald Reagan a perturbé le monde des télécommunications et de l'informatique. Il a dit c'est terminé les normes, c'est terminé les... Et vous n'imaginez pas, ça nous a ouvert le monde de l'Internet, de la technologie, et ça a ouvert une nouvelle révolution de la connaissance. Alors Jimmy Carter, au contraire, a été apprécié pour son humanisme. Pourtant, je crois que c'est lui qui a engagé la crise d'Afghanistan, avec les états de guerre, la montée des intégrismes et les perturbations de l'Orient. Il n'est pas non plus acquis que Donald Trump ait été mauvais président dans sa période 2017-2021 pour son premier mandat. Malgré un langage impromptu, il s'avéra non interventionniste, le moins criminaliste, le moins internationaliste, désintéressé par la perte d'influence américaine. Il apporta une nouvelle conduite aux affaires d'État, repliait les conditions sur les intérêts US, il bouscula les accords, réduisit la relation au monde, renouvela son isolationnisme. Alors, est-ce bien?
ce désintérêt international ne déplaît pas, il y aurait certainement eu moins de guerres et d'engagements qu'une présidence de Hillary Clinton. Imaginez l'excellence de sa présidence qui aurait ravagé de feu les interventions américaines en Orient, en Iran et en Russie pour apporter la puissance américaine. Rappelons que Hillary Clinton traita le dossier libyen qui provoque un désordre à ce jour et sombra le peuple dans une sauvagerie et une longue guerre de Libye. Entre parenthèses, je dois vous dire que Hillary Clinton avait été vexée par Ben Ali, qui lui rappela la question palestinienne, et c'est pour ça que les Américains ont lâché la Tunisie et ont voulu le renversement de Ben Ali. En tout cas, ils ont provoqué le renversement de Ben Ali, et donc la révolution de Jasmin a une source inédite de vexation de Hillary Clinton par le président Ben Ali. Je crois que c'est important de le dire et de le dire au moment de l'époque, hein, parce que ces choses-là, je les ai écrites en 2020 et publiées en 2021. Alors, autre paragraphe, la victoire de l'outsider. L'élection met sur un pied d'égalité les candidats de parti et les indépendants avec le risque imprévisible de porter des outsiders à la gouvernance. Il paraît anormal de mettre à égalité une candidature de parti et une candidature libre. Un candidat qui a fait ses classes et un candidat inspiré. Il est anormal de remettre les rênes de l'État à un novice qui ferait son apprentissage aux dépens du peuple. L'égalité des gens est une inégalité de compétences. L'égalité des gens est une inégalité des compétences. Le risque de voir un outsider inquiète. Une bonne gouvernance ne peut pas laisser courir les gens méconnus, inaptes, charismatiques, extrémistes, dangereux. Il s'agit de gérer les besoins socio-économiques d'une nation, de conduire une destinée des peuples, de satisfaire aux besoins humains, tenir les relations internationales dans un contexte tourmenté. Le souverainisme ne justifie pas un prétendu national-patriotisme, lequel relève plus de la poésie selon Socrate. La démocratie électorale devient irrationnelle lorsque le système électoral n'est pas sélectif des compétences, mais d'un parcours administratif et physique. Une démocratie doit se prémunir du pire. Si l'on ne sait ce que c'est le pire, les critères de sélection permettent de les éviter ou de sélectionner les meilleurs. Les Poutous, la Salle sont sympathiques, mais on ne peut pas les imaginer à la tête de France. Pourquoi ? Prendre le risque de les sélectionner, niveler le débat et perdre son temps. L'outsider ne doit pas inquiéter parce qu'il pourrait gagner en cause d'une informatique douteuse ou une manipulation extérieure. La course à la gouvernance devrait répondre à la compétence des présidentiables. La question revient donc à la qualité des candidats et non pas à l'ambition d'un ego et de son discours démesuré. La remise en cause n'est pas liée aux joueurs, mais aux conditions du jeu. Une modification des règles de l'ordre politique diminuerait le risque des farfelus. Les partis décideraient des présidentiables, le passage des candidats inévitable. Une sélection de l'ordre politique de vérification du parcours et d'un grand examen de présidentiable serait raisonnable. La démocratie devient inquiétante lorsqu'elle confie les rênes de l'État à un novice révolutionnaire, incompétent, inexpérimenté, xénophobe. Elle devient coûteuse, brutale, non performante, manipulatrice, réservée à une clique. L'imprévisibilité politique est une déstabilisation pour les États. Les conditions électorales ne déterminent pas les règles de sélection pour sélectionner, désigner les meilleurs. Les règles de jeu sont à redéfinir de sérieux pour sélectionner les présidentiables compétents avec une expérience, un programme, un projet social, une compréhension des enjeux. On ne peut pas laisser le champ politique à la concurrence des incompétents ni se permettre une médiocrité face à un monde en urgence. On ne peut pas venir de nulle part et courir l'élection, ni prétendre à la haute fonction d'État sans formation requise, ni accréditation, ni programme. On ne peut pas laisser faire les égos démesurés de prétentieux sans disposition, ambition, immatures, opportunistes de tous bords
idéaliste inexpérimenté, le plus soucieux du pouvoir, qui voudrait se rôder au service du collectif. On ne peut pas laisser courir les candidats inaptes, revanchards, dangereux, qui ne comprennent ni l'économie politique, ni la gestion des hommes, ni les comptes publics, ni même le rôle des institutions. La relation, la personnalité compte, mais le parcours CV ne suffit pas à juger les aptitudes de gouvernance. Un quasi-examen public déterminerait les candidatures de bonne gouvernance pour éliminer les prétentieux et faire valoir les compétences. J'ai besoin de reprendre un souffle, mais bon, je vais essayer de finir parce que je crois que je suis fatigué. Écoute, je vais arrêter, Stop. Je reviendrai dans quelques minutes.